Bonjour, dans cette vidéo, nous allons expliquer pourquoi l'Israël colonise la Cisjordanie. Présenté par moi, Drayden Drolet, mes coéquipiers Ilya Driganov et Ophélie Kelly. Le phénomène des implantations israéliennes en Cisjordanie, ce qui est un territoire occupé par Israël depuis la guerre des 6 jours en 1967, est au cœur du conflit israélo-palestinien. Ces flux migratoires, souvent qualifiés de colonisation, ont débuté peu après 1967 et se sont intensifiés au fil du temps. La démographie des colons est très diversifiée, reflétant les différentes motivations qui les poussent à s'installer en Cisjordanie. Une partie importante des premiers colons, et même aujourd'hui, est créée par une profonde conviction idéologique et religieuse. Les Juifs considèrent la Cisjordanie comme un lieu historique et spirituel du peuple juif. Pour eux, s'installer sur ces terres est l'accomplissement d'une promesse divine et la réalisation pleine du projet sioniste. Ces colons, souvent affiliés au mouvement national religieux, ont tendance à établir des implantations dans des zones éloignées des grandes villes, mais près et même dedans les zones palestiniennes, afin de rendre toute rétrocession territoriale difficile. Économiquement parlant, un flux migratoire beaucoup plus important s'est développé pour des raisons principalement économiques. Le coût de la vie et du logement en Israël, notamment dans les grandes villes comme Tel Aviv ou même Jérusalem, est très élevé. La Cisjordanie offre des opportunités plus abordables en matière de logement et de coût de la vie, ce qui attire de nombreux Israéliens. Les gouvernements israéliens consécutifs ont activement encouragé l'installation en Cisjordanie, en proposant des incitations financières, des prêts hypothécaires subventionnés et en investissant dans des infrastructures telles que les routes, les écoles et la sécurité. Ces implantations servent de banlieue pour les grandes villes israéliennes. Un grand nombre de leurs habitants recherchent simplement une meilleure qualité de vie, des logements plus spacieux et abordables, sans nécessairement être influencés par des motivations idéologiques. Le gouvernement israélien gère les migrants, ou plutôt les colons, avec l'administration civile, qui est une branche dans l'armée. Ceux-ci approuvent régulièrement les plans de construction de milliers de nouveaux logements. Cette expansion est encouragée par des incitatifs financiers considérables comme des subventions gouvernementales, des allègements fiscaux et des investissements massifs dans des infrastructures modernes, comme les routes, les réseaux d'eau et d'électricité, tout gérés et décidés par le ministre de la Défense de l'Israël. En plus de l'armée qui gère les colons, il existe aussi des conseils locaux pour les habitants, comme dans les métropoles, pour contribuer à la solidité de leur colonie. L'Israël gère ses mouvements migratoires en Cisjordanie, ou plutôt la colonisation en Cisjordanie, en faisant une promotion et accordant un pouvoir à l'armée pour la construction et la sécurité des colons. Il y a divers facteurs qui nous permettent de critiquer la gestion de l'immigration en Israël. Premièrement, il y a la gestion d'Aliyah, c'est-à-dire l'immigration juive, l'immigration non juive, les demandeurs de l'asile et réfugiés et la réunification familiale pour les Palestiniens. En premier, je vais vous présenter tous les facteurs plus spécifiquement. Alors, je vais commencer de parler de l'Aliyah ou l'immigration juive. Donc, la politique migratoire israélienne qui s'appelle l'Aliyah est gérée par la loi du retour et l'Agence juive pour Israël. Elle organise la promotion de transport et également l'intégration des nouveaux immigrants. Il faut aussi mentionner que les immigrants juifs reçoivent un soutien substantiel de l'État. Alors, un des autres facteurs est l'immigration non juive. L'État offre des visas à des travailleurs étrangers, c'est-à-dire des non-juifs. Ces visas fournis par l'État a des restrictions pour répondre à des besoins spécifiques du marché du travail, principalement dans l'écriture, les soins aux personnes âgées et la construction. Ces visas sont temporaires et liés à l'emploi.
Poursuivons par les demandeurs de l'asile et les réfugiés. Israël a une procédure nationale pour traiter les demandes de l'asile. Majoritairement, les demandeurs d'asile proviennent d'Érythrée et du Soudan. Ils reçoivent des permis temporaires sans espoir d'obtenir un statut réfugié permanent. Également, Israël a mis en place des mesures de contrôle aux frontières en installant une clôture au long de la frontière avec l'Égypte afin de réduire les entrées irrégulières. Et finalement, parlons de la réunification familiale pour les Palestiniens. En Israël, il y a une loi qui s'appelle la loi sur la citoyenneté et l'entrée. En résumé, elle impose des restrictions sévères à la réunification familiale entre les citoyens israéliens et les membres de familles venant de Cisjordanie et de Gaza. Même si ça sonne raisonnable, il y a des problèmes qui sont négligés et c'est alors pourquoi moi je trouve que la gestion de migration n'est pas bien gérée en Israël. Donc, maintenant parlons pourquoi je pense que la gestion de migration n'est pas bien gérée. Premièrement, les inégalités de traitement. Le système est déséquilibré et il y a une grande différence de pouvoir entre les Juifs et les autres migrants. Les Juifs sont tout de suite fournis des droits à cause de l'Aliyah, tandis que les autres migrants sont soumis sous diverses restrictions sévères. D'après moi, Israël peut être plus inclusif et ne pas créer de différences en se basant sur une ethnicité et religion. S'il ignore ce problème pour longtemps, j'ai un sentiment que ça pourrait entraîner divers problèmes dans le pays dans le futur. Deuxièmement, il y a une absence de politique d'asile claire. Les demandeurs d'asile qui sont arrivés avant la construction de la barrière vivent dans une incertitude légale prolongée, avec des permis temporaires sans garantie vers un statut permanent. Selon moi, il est nécessaire à l'État de travailler sur ce facteur afin d'essayer d'assurer le moyen d'obtenir un statut permanent. Troisièmement, la vulnérabilité des travailleurs. Les travailleurs étrangers sont très souvent liés à des employeurs par leur visa, ce qui les rend vulnérables à des mauvaises conditions de travail et limitant leurs droits. Ceci est similaire à la situation que nous avons présentement aux États-Unis. Plusieurs humains se font exploiter par leur employeur et dans mesure ce n'est pas éthique et cela montre de la justice humaine. Et finalement, parlons des tensions sociales. Comme il y a plusieurs immigrants illégaux dans certaines villes, des tensions sociales et des appels à la déportation ont été engendrés par certains groupes politiques. Selon moi, au lieu de créer des problèmes à propos de l'immigration illégale, Israël serait mieux de construire une politique en aidant les immigrants illégaux. Bref, en regardant seulement d'un côté, on peut se dire qu'Israël gère bien l'immigration. Mais quand on regarde des deux côtés, il y a trop de problèmes négligés pour dire que l'État gère bien l'immigration. Je vais vous parler maintenant des solutions pour aider la Cisjordanie. Alors, la solution 1 serait d'encourager davantage de pays à reconnaître la Palestine comme un État souverain et à soutenir sa pleine représentation à l'ONU. Ça pourrait beaucoup aider la Cisjordanie. Pourquoi? Parce que quand un plus grand nombre d'États ça reconnaît officiellement la Palestine, ça renforce la légitimité internationale. La Cisjordanie, qui est au centre du territoire palestinien, pourra avoir plus de pouvoir pour gérer ses affaires politiques, économiques et sociales. Cette reconnaissance aiderait aussi à attirer plus d'aide et d'investissements étrangers et reconnaître plus d'intérêts, ce qui améliorerait la vie quotidienne, comme ça créerait des emplois, ça développerait des infrastructures comme des écoles et des hôpitaux, et ça apporterait plus de soutien justement au domaine de l'éducation et de la santé. À l'ONU, s'il y aurait une représentation pleine, ça donnerait à la Palestine une voix égale à celle des autres pays pour défendre ses droits et participer aux décisions mondiales. Cela renforcerait aussi sa capacité à négocier avec Israël et la communauté internationale de manière comme plus équilibrée. En résumé, reconnaître la Palestine puis lui donner sa place à l'ONU, ça aiderait la Cisjordanie à gagner en autonomie, mais aussi en stabilité et en respect, tout en ouvrant la porte à plus comme de négociations internationales. Alors pour les avantages, ça serait la fin des colonies, fin des démolitions et la liberté de circulation. Et pour les désavantages, l'Israël pourrait réagir en coupant la coopération sécuritaire ou économique avec l'autorité palestinienne et il y aurait des possibilités de disputes civiles. La solution 2, l'investissement international dans des projets économiques palestiniens.
ça pourrait aider à renforcer l'autonomie locale. Quand des pays ou des entreprises soutiennent des projets en Palestine, ça permet de créer des emplois puis faire vivre des familles grâce à leur propre travail propre. Ces investissements aident aussi à développer des entreprises locales et à améliorer leurs infrastructures, comme les routes, l'eau, l'électricité. Ça forme des jeunes à des nouveaux métiers. En ayant une économie plus solide, les Palestiniens pourraient dépendre moins de l'aide internationale et prendre leurs propres décisions pour l'avenir de leur société. Ça leur donnerait aussi plus de moyens aux autorités locales pour financer leurs propres projets et renforcer leur indépendance, comme leur armée ou plus. Investir dans l'économie palestinienne, c'est donner aux habitants les outils pour construire eux-mêmes leur avenir puis vivre plus stable. Alors après ça, comme avantage, on aurait l'aide d'urgence via l'ONU, le UNRWA et le OCHA. Puis des ONG pour les familles affectées par les démolitions et les incursions. Et les désavantages, on aurait des risques de dépendance à l'aide étrangère parce qu'ils seraient comme obligés de prendre cette aide-là, puis ça leur créerait un manque si cette aide-là serait coupée. Et l'Israël contrôle souvent l'aide et les entrées, alors ça limiterait l'efficacité. Alors maintenant, je vais un peu définir tous les acronymes que j'ai dit, toutes les lettres. Alors, l'ONU, c'est l'Organisation des Nations Unies. Dans le fond, c'est une organisation internationale qui a été fondée en 1945, après la Seconde Guerre mondiale. A été créée pour maintenir la paix, favoriser la coopération entre les États et promouvoir les droits humains. Alors, dans l'ONU, on retrouve une Assemblée générale, un Conseil de sécurité, un secrétariat, une Cour internationale de justice et des agents spécialisés. Après ça, on a le UNRWA, l'Office des secours et des travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient. Alors, créée en 1949, c'est une agence de l'ONU qui s'occupe spécifiquement des réfugiés palestiniens. Elle opère spécifiquement en Jordanie, au Liban, en Syrie, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Alors, son rôle, c'est de fournir de l'éducation, des soins en santé, de l'aide alimentaire, du logement et des emplois aux réfugiés palestiniens. Selon les recherches, environ 5,9 millions de réfugiés palestiniens aujourd'hui seraient venus avec les recours de l'UNRWA. Alors, le OCHA, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Dans le fond, ça a été créé en 1991 et c'est un bureau de l'ONU chargé de coordonner l'aide humanitaire internationale lors des crises majeures, comme des guerres ou des catastrophes naturelles, comme des séismes, puis genre des guerres. Alors, les rôles, c'est coordonner les organisations humanitaires comme l'ONU, les ONG, les États, la Croix-Rouge. Ça évalue les besoins humanitaires et ça facilite l'accès de l'aide aux populations en détresse. Alors après ça, on a les ONG, c'est les organisations non gouvernementales. Dans le fond, c'est des organisations à but non lucratif qui aident des causes humanitaires, sociales et environnementales. Comme les plus populaires, on a le MSF, les Médecins sans frontières, la Croix-Rouge, puis l'Oxfam Care et les actions contre la faim, etc. Alors, leur rôle, c'est fournir de l'aide humanitaire d'urgence et comme aider sans attendre quelque chose en retour. Pour conclure, la Cisjordanie et l'Israël sont deux territoires où il y a beaucoup de disputes depuis longtemps. Les deux peuples veulent vivre en paix, mais c'est difficile à cause des désaccords sur les frontières et les terres, surtout sur le plan où l'Israël tente la colonisation. Notre représentation présente les enjeux importants. Que tout le monde continue de parler et d'essayer de trouver des solutions pour ceci. Merci d'avoir écouté notre présentation.